Donc on va commencer. Bonjour à tous. Merci à vous d'être restés jusqu'à cette présentation tardive. On voit les courageux là, c'est bien. Donc je me présente, je m'appelle Roland Donat, je représente la société EdgeMind. La société EdgeMind, c'est une société de services qui développe des méthodes et des outils informatiques innovants pour l'analyse, la modélisation, la simulation et l'optimisation des processus industriels. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter une étude qu'on a menée l'année dernière et qui se poursuit aujourd'hui sur la mise au point d'un outil de risque monitoring prévisionnel pour la maintenance de distributeurs de titres. Alors, on va préciser évidemment tous les termes, mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir prédire la défaillance d'un système avant que la panne arrive pour pouvoir agir en amont et optimiser la disponibilité de ces systèmes. Alors en fait, au niveau du plan de la présentation, je vais un peu reparler du contexte de l'étude pour vous donner une idée de pourquoi on a fait tout ça et avec qui. Et ensuite, on va dérouler un peu la démarche de cette étude. Depuis donc le traitement des données, on est au salon de la data, donc évidemment il y avait des données à traiter dans cette étude. Mais on ne s'est pas arrêté seulement au traitement, on a été un peu plus loin, on a essayé de modéliser des choses, pouvoir rajouter de l'intelligence à ces données, pour pouvoir prendre des décisions et au final développer une application qui aide à contribuer à résoudre des problématiques métiers. On terminera par quelques conclusions et perspectives. Alors le contexte de l'étude, vous voyez en fait, nous on s'est intéressé dans cette étude pas aux jolis tramways, mais plutôt aux distributeurs de titres, les deux petites machines qu'on voit à côté. Et en fait, on a travaillé pour un exploitant, un gestionnaire de réseau de transport urbain, en fait, qui gère en gros plusieurs réseaux de transport différents. Chaque réseau en fait est exploité par une filiale qui a une grande autonomie. Alors ça, c'est une façon polie de dire que la communication entre le gestionnaire et la filiale n'est pas forcément toujours simple et que la récupération des informations peut des fois être un petit peu délicate. Et en fait, ce gestionnaire central, lui, il intervient essentiellement pour donner un appui technique sur des questions, par exemple, stratégiques relatives à la gestion des risques ou des performances, optimiser, par exemple, certains processus comme la maintenance. Voilà. Et en fait, ce projet s'est déroulé précisément dans le cadre d'un appui technique. Une filiale avait un besoin concernant ses distributeurs de titres et en fait, ce gestionnaire est intervenu. Et en fait, il est intervenu via notre société pour répondre à des questions techniques très particulières. Donc la problématique autour de ces distributeurs, c'est qu'en fait, la durée de vie observée de ces distributeurs de titres de transport, alors l'abréviation c'est DTT, on va parler beaucoup de DTT, on s'est aperçu par expertise en fait que cette durée de vie était très en deçà des spécifications constructeurs. Alors en général, c'est souvent le cas, évidemment, on vous vend quelque chose, ça marche en général moins bien, mais là quand même, c'était vraiment pas terrible et du coup ça a engendré des coûts de maintenance très importants et évidemment cette indisponibilité ça crée un mécontentement du côté des usagers puisque de toute façon les usagers ne peuvent plus acheter leur titre de transport, ça rallonge les queues sur le dernier distributeur disponible et puis en plus côté exploitant c'est un peu embêtant parce que comme les distributeurs c'est l'entrée des recettes donc c'est quand même des systèmes qui sont assez stratégiques pour un exploitant. Donc les questions qu'on nous a demandé de traiter, en fait, c'était de pouvoir expliquer en fait ce processus d'indisponibilité de la fonction vente, c'est-à-dire en fait expliquer comment ce distributeur, on arrivait à une situation où en fait on ne pouvait plus acheter de billets, de titres de transport, en fonction du contexte du distributeur concerné par ces défaillances. Donc le contexte, ça peut être tout un tas de choses, sa localisation au niveau du réseau, sa position au niveau de la station, le nombre de sollicitations que ce distributeur pouvait rencontrer chaque jour. Enfin bref, tout un tas de variables qui étaient potentiellement des variables explicatives de cette défaillance, mais savoir un peu comment ces variables agissaient sur ce processus de défaillance. Bon, une autre question, c'était aussi de pouvoir hiérarchiser ces DTT, pouvoir faire un peu la liste des 10 meilleurs DTT et puis aussi la liste des 10 moins bons et de pouvoir peut-être cibler après les opérations de maintenance sur ces DTT en particulier.
Ouais, puis le sujet évidemment le plus important à la fin, c'était de pouvoir fournir une aide aux mainteneurs pour pouvoir optimiser les politiques de maintenance. Et l'idée en fait, pour faire ça, l'idée qui est un peu à la mode, on entend beaucoup parler, c'est de faire de la maintenance prévisionnelle ou alors maintenance prédictive. Hein. On parle beaucoup de maintenance prédictive en général aujourd'hui. Et ben, l'idée c'était d'essayer de mettre en place vraiment, de voir concrètement comment on pouvait mettre en place un outil de maintenance prévisionnelle. Donc la maintenance prévisionnelle, on va justement voir un peu à quoi ça correspond. Alors juste pour un rappel, hein, parce que j'imagine que vous n'êtes pas forcément très familier avec le langage de la maintenance, mais en gros, dans les stratégies de maintenance, il y a deux grandes familles. Hein. Il y a la maintenance corrective et la maintenance préventive. La maintenance corrective, c'est en gros, on laisse la défaillance arriver et après on prend une décision. Alors après, il y a deux sous-catégories dans la maintenance corrective. Il y a la maintenance palliative où là, on va juste mettre une petite rustine et puis allez, on va voir un peu comment ça va se comporter. Et puis il y a la maintenance dite curative où là, on va carrément faire un remplacement du matériel. Mais en tout cas, l'idée générale, c'est qu'on laisse la défaillance arriver. Et puis d'un autre côté, il y a la maintenance préventive où là, justement, on essaie de prendre les devants et d'agir sur le matériel avant que la défaillance survienne. Et donc là, pareil, il y a quelques familles. Hein. Il y a quelques sous-familles. Il y a la maintenance préventive systématique. On se dit, par exemple, tous les mois, je vais remplacer cette pièce, peu importe si elle est en bonne santé ou pas, si elle fonctionne bien ou pas, je remplace. Donc on imagine que des fois, ce n'est pas forcément très optimal. Il y a la maintenance conditionnelle où on va surveiller un petit peu l'état du système et puis en fonction d'un événement particulier, on va se dire de manière, dans des règles, hein, dans des plans de maintenance, on se dit si tel événement arrive, allez hop, je prends cette action de maintenance, je fais cette action de maintenance. Et puis enfin, il y a la maintenance prévisionnelle. Alors la maintenance prévisionnelle, là c'est un petit peu plus compliqué parce que là on va essayer de modéliser, de prévoir l'état du système avant que ce système n'envoie de signaux particuliers. C'est-à-dire que le système peut fonctionner très bien, mais parce qu'on a tout un tas d'informations via des capteurs, via de l'expertise, via un historique de maintenance, on va se dire, là, il est temps de remplacer, parce que même s'il n'y a pas de signe avant-coureur, en fait, là, on sait que ce système-là, il semble quand même proche de la défaillance. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les familles là, qui sont mises en bleu, là, en fait, ce sont des stratégies qui sont entièrement déterministes. C'est-à-dire que les aléas, tout ce qui peut être autour du système, tout son contexte, en fait, n'est pas pris en compte. C'est vraiment, on prend des décisions de maintenance, on met en place des politiques uniquement via de l'expertise. Alors que la maintenance prévisionnelle, justement, c'est là où on se dit, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement garder et capitaliser cette expertise, on va effectivement se reposer sur des règles métiers qu'on a mis des années à mettre au point, mais on va aussi exploiter de la donnée qui arrive en temps réel, par exemple par des capteurs, pour prendre des décisions optimisées concernant notre maintenance. Donc voilà la démarche, en gros la démarche qu'on a mis en place, c'est dans un premier temps, c'est le bloc qui est en haut à gauche, dans un premier temps, on a essayé de traiter des données, traiter les données qui étaient émises par ces distributeurs de titres de transport, donc tout un tas de capteurs qui étaient dans ces systèmes-là. On a essayé de traiter cette information. Donc là, il y a eu toute une phase de nettoyage, de normalisation des données. Et ensuite, naturellement, on est passé sur une phase de modélisation où là, en fait, on a essayé d'expliquer vraiment le processus de défaillance pour pouvoir après calculer des indicateurs, et notamment un indicateur qui est très important pour nous, c'est la durée de vie résiduelle, c'est-à-dire en gros la durée de vie qui reste à notre système avant de tomber en panne. Et donc, si on a cette information, c'est un peu le saint graal pour la maintenance prévisionnelle, et bien ensuite on est capable de pouvoir prendre des décisions. On peut se dire par exemple si en gros il nous reste 2 jours avant la défaillance, c'est bien, on peut se dire qu'on a encore ce délai-là pour intervenir, on peut s'organiser de manière planifiée au lieu de subir à chaque fois les indisponibilités. Donc une fois que la phase de modélisation et de traitement de données est terminée, il ne reste plus qu'à mettre ça dans un outil qui permet d'être utilisable par des équipes opérationnelles, par des mainteneurs. Donc au niveau du traitement des données, eh bien en fait dans ce projet-là, quand je vous parlais de l'indépendance en fait des filiales, en fait dans ce projet-là on avait très peu de données à notre disposition parce qu'en général quand même les entreprises qui exploitent des systèmes de transport ont à leur disposition ce qu'on appelle un outil de gestion de la maintenance où toutes les opérations de maintenance vont être stockées, vont être archivées, vont être documentées de manière à savoir quand tel composant est tombé en panne, quand est-ce qu'on l'a réparé, pourquoi il est tombé en panne, etc. Bon, toute cette mine d'informations ultra importante
importante quand on veut justement mettre en place des stratégies de maintenance un peu plus optimisées. Et ben là, on n'y avait pas accès, tout simplement pour des raisons politiques qui nous dépassaient complètement. Et donc en fait, nous, la seule donnée exploitable qui permettait de rendre compte de l'état du distributeur, et ben en fait, c'était ces alarmes automatiques. Donc le distributeur, en fait, une fois qu'il est en service, il a tout un tas d'alarmes automatiques qui sont émises de manière déterministe, hein, suivant un programme qui est à l'intérieur du distributeur, qui va par exemple dire « Ah là, j'ai plus de pièces pour la monnaie » ou « Là, je détecte un problème au niveau de mon alimentation électrique », etc. Et malheureusement, ces données ne sont pas forcément toujours fiables. En fait, on s'aperçoit, vous voyez là au-dessus, en fait, j'ai mis un petit diagramme de ces alarmes. Alors, vous voyez, c'est tout fouillis. Il y a plein d'alarmes. Alors, à chaque fois qu'on voit une couleur, à chaque fois qu'on voit un rectangle, en fait, c'est une alarme qui démarre au début du rectangle et puis qui se termine à la fin du rectangle. Donc, vous voyez qu'il y a un énorme nuage d'informations qui sont émises par ces distributeurs. Et le gros challenge, c'est de pouvoir les traiter, de pouvoir filtrer ce qui est important et de pouvoir reconstruire, en fait, à partir de ces informations-là, quand est-ce que le distributeur fonctionne et quand est-ce que le distributeur est en panne. Et ça, en soi, dans cette problématique-là, ça a été vraiment un enjeu très important et qui a pris énormément de temps. Voilà, et en plus, comme on n'avait pas d'historique de la maintenance, comme je vous ai dit, pour valider ces informations-là, ça a été un petit peu compliqué. Donc il y a eu vraiment un gros travail sur ce traitement de données. Alors, deuxième information ultra importante, c'était les données de vente. En fait, on avait aussi accès aux toutes les transactions qui ont eu lieu sur le distributeur. On avait en fait les données qui étaient relatives à ces transactions. Et en fait, grâce à ça, c'est d'une part une bonne information sur la sollicitation du matériel, parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe pour un distributeur, qu'est-ce qui le dégrade, c'est à force de mettre des pièces dedans. À force de l'utiliser, forcément, il va se dégrader. Et c'est aussi une information importante parce que en couplant en fait les informations de vente et les informations d'alarme, on pouvait repérer les moments où en fait il n'y avait plus de vente. Et donc en pleine exploitation, entre par exemple 5 h du matin et 22 h, pendant les temps d'exploitation, si on s'apercevait qu'à un moment donné il y avait un trou au niveau des ventes, on pouvait en déduire que justement là il y avait peut-être une défaillance qui avait eu lieu. Et donc on arrivait par tout un tas de croisements, même de mise en place de mini-algorithmes de machine learning pour pouvoir reconstruire en fait ces informations de défaillance et de bon fonctionnement. Voilà, donc l'intérêt principal, c'était vraiment de pouvoir avoir une information sur la sollicitation du matériel. Alors, là je vais faire un petit... je vais décrire un peu le workflow qu'on a utilisé pour la démarche de préparation des données. Donc au départ, on avait donc des données brutes qui sont émises par les DTT. Donc on a un parc de 180 distributeurs. On avait des données de vente, des données d'alarme. En gros, ça représente 7 mégaoctets par jour pour les données de vente et 0,5 mégas par jour pour les données d'alarme. Donc on n'est pas dans une problématique qu'on peut qualifier de big data. Ce n'est pas non plus énorme. Bon, il faut savoir que sur un historique, par exemple, de 2 ans, on avait quand même quelques gigas à traiter, donc il y avait un petit peu d'informations à prendre en compte, mais ce n'était pas du tout un problème de données massives, en tout cas. Donc on a fait une première étape de nettoyage de données avec les actions classiques de normalisation, de construction de dictionnaires, etc., qui étaient très importantes parce que ces données-là, on s'apercevait qu'elles n'étaient pas documentées, donc on a dû faire ce travail de documentation qui est un travail quand même important. Ensuite, on a dû reconstruire, ça c'était le point le plus difficile, c'était reconstruire l'état des distributeurs, comme je vous ai dit, à partir de ces données de vente et de ces données d'alarme. Donc en gros, à partir de toutes les données d'alarme, le foisonnement de données d'alarme, nous, ce qui nous intéressait, c'est de reconstruire seulement un signal binaire pour dire est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas. Donc quand c'est vert, ça fonctionne, et quand c'est rouge, ça ne fonctionne pas. Et donc ça, on l'a déduit à partir des données de vente et des données d'alarme. Une fois qu'on avait ces données de fonctionnement et de défaillance, on a construit tout un tas de variables explicatives, donc à partir de diverses sources de données, de manière à pouvoir réexpliquer
à partir d'un algorithme de machine learning, comment le processus de défaillance avait lieu. Donc là, c'était pour évidemment comprendre le processus de défaillance. Alors il y a une petite étape de discrétisation des données qui est purement technique, j'en parle même pas, c'est parce qu'on a utilisé un certain outil de modélisation pour faire le travail qui nécessitait de pouvoir discrétiser les données. Donc si par exemple j'avais une défaillance qui avait lieu au bout de, je sais pas moi, 10 heures, enfin 3 jours et demi, eh ben, si on avait fait une discrétisation à la journée, on devait dire que la défaillance avait lieu à 3 jours ou 4 jours, ça dépendait de ce qu'on devait faire. Mais c'est purement technique et c'est juste lié à l'outil de modélisation qu'on a utilisé qui s'appelle les réseaux bayésiens et je vais faire un tout petit point là-dessus après. Voilà, et donc à la fin de tout ça, on se retrouve avec une base de données d'apprentissage qui finalement ne fait plus que 2 mégas pour l'ensemble de mes distributeurs et pour tout l'historique qu'on avait à disposition. Donc vous voyez un petit peu là. La réduction en fait de données importantes, de données pertinentes, même si à la limite on était dans un cas au départ dans un cas big data avec des données qui tiennent pas forcément sur une seule machine à la base, on voit bien que après toute cette chaîne de traitement pour récupérer cette information pertinente, à la fin on se retrouve avec une base de données d'apprentissage qui tient très facilement sur machine et on n'est plus tout dans un contexte big data. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier souvent avec ce paradigme big data. Ok, ça peut, effectivement, on peut avoir des besoins des fois d'utiliser des systèmes distribués pour le stockage des données, etc. Mais en fait, on s'aperçoit souvent qu'à la fin, au bout de la chaîne de nettoyage, au bout de la chaîne de normalisation, on se trouve avec des données qui tiennent très facilement en machine et on peut continuer à travailler normalement sans avoir recours à des technologies très complexes. Voilà, je fais juste un petit point aussi par rapport aux outils utilisés. Donc nous, on a fait le choix d'utiliser des outils classiques open source dans le monde de la data science, voilà, du data mining, machine learning en général. Donc on a travaillé avec Python, on a travaillé avec NumPy, on a travaillé avec Panda. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais en tout cas, ce sont toutes des technologies open source, transparentes. Nous, on fait vraiment très attention à ça, de manière à ce que nos partenaires, nos clients, puissent après prendre en main tout ce qui a été développé et qu'on ne soit pas du tout dans un contexte de boîte noire. Donc là, maintenant qu'on a nettoyé nos données, on va pouvoir passer à la modélisation. Et donc, on a utilisé ce qu'on appelle les réseaux bayésiens. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup, là, il est un peu tard quand même, de parler de manière très technique sur les réseaux bayésiens, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste un formalisme de modélisation, en gros, qui permet de représenter graphiquement l'information dont on a à disposition. Donc quand par exemple on parle d'un système de distributeur de type de transport, le système distributeur de type de transport, en fait, il est caractérisé par un certain nombre de variables, notamment sa localisation sur la voie, où est-ce qu'il est positionné sur le quai, quels sont les types de défaillances qu'il peut avoir, quelle est sa durée de vie, etc. Tout ça, ce sont des variables qui sont interconnectées entre elles, qui sont dépendantes entre elles. Et donc ce formalisme-là permet simplement de manière graphique de pouvoir modéliser les variables et les liens entre les variables. Et après, ce qui est évidemment très intéressant, c'est qu'on peut faire plein de calculs, calculer plein d'indicateurs dessus. Bon, je vais en parler encore un peu plus après. Donc le réseau bayésien, en fait, il est caractérisé par deux choses, par une représentation qualitative, donc c'est les graphes, le graphe que vous pouvez voir, donc les nœuds et les flèches, qui permettent en gros de caractériser les dépendances. Si j'ai une flèche entre deux variables, simplement, ça veut dire qu'il y a une relation de dépendance entre ces deux variables. Mais le réseau bayésien est aussi représenté de manière quantitative à travers des lois de probabilité conditionnelles. Et donc, c'est là où on utilise la théorie des probabilités. Et en fait, la théorie des probabilités, elle intervient avec ces tables qu'on voit ici. Et en fait, ça donne, par exemple, pour une variable en particulier, vous pouvez voir que si la variable pluie dépend de la variable nuageux, et en fait, on va pouvoir quantifier la force de cette dépendance-là grâce à une loi de probabilité conditionnelle qui va donner la probabilité d'observer de la pluie, sachant qu'on est dans un contexte nuageux. Donc ça, c'est l'idée qu'il y a derrière les réseaux bayésiens. On a une représentation à la fois qualitative et quantitative. Et ça en fait un outil très intéressant parce qu'à la fois, on a un outil graphique qui permet de communiquer en fait, avec des gens qui ne sont pas forcément experts de la théorie des probabilités. Mais c'est aussi un outil d'un point de vue technique qui est très puissant pour pouvoir faire des calculs et pouvoir faire des analyses assez poussées. Donc là, je me suis un petit peu étendu sur cette première slide, histoire d'éviter de parler des slides un peu plus techniques qui rentrent un peu plus dans la théorie des probabilités. Je pense que je vais passer, parce que j'ai un train à prendre
à 18 h, donc il faut passer. Voilà. Bon, alors par contre, ce qui est intéressant de vraiment de comprendre avec ces réseaux bayésiens, c'est qu'en fait, cette représentation graphique, ok, elle a un intérêt d'un point de vue pédagogique, mais aussi elle a un intérêt d'un point de vue stockage. Alors là aussi, c'est très technique, mais en gros, grâce au réseau bayésien, on limite grandement la taille du modèle qu'on a construit. Et donc, en fait, ça a été une véritable petite révolution dans le monde du machine learning, parce qu'en fait, grâce à ces outils-là, on a pu passer à des modèles beaucoup plus gros et surtout arriver à faire des calculs dans ces modèles qui étaient beaucoup plus gros, parce que c'est bien beau de les représenter, mais après, il faut savoir les exploiter. Et donc, ces réseaux bayésiens ont permis de faire ça. Et en fait, pour faire simple, un réseau bayésien, au final, c'est juste un outil pour représenter la connaissance et déduire de l'information à partir de ce modèle. D'accord ? C'est une machine à calculer les probabilités, si on veut faire simple. Donc ça vient de l'intelligence artificielle. À la base, ça a été créé par des gens qui viennent de l'intelligence artificielle. Ça a été repris par les gens qui font des probabilités. Et du coup, maintenant, c'est vraiment un outil qui est assez utilisé dans plein de domaines. Alors, pour notre analyse des distributeurs de titres de transport, voilà à quoi ressemble le réseau bayésien. Donc il est assez simple, hein, c'est un réseau bayésien un peu simplifié par rapport au KRL, mais en gros, on a notre distributeur de titres de transport ici, donc en fait c'est son état, hein, est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne pas. Et en fait, on voit que ce distributeur de titres de transport, donc là c'est vraiment à l'individu, c'est vraiment le distributeur de titres de transport particulier qu'on a sur la voie, on voit qu'en fait il influe sur sa durée de vie. Alors la durée de vie, elle est caractérisée par deux choses, soit par le temps qu'il met avant d'atteindre la prochaine défaillance, soit par le nombre de sollicitations qu'il a reçues avant d'arriver à la défaillance. Donc c'est deux types d'informations complémentaires qui permettent de caractériser un peu sa fiabilité. Autre chose, en fait, on peut dire aussi que ce réseau bayésien, ce distributeur, en fait, il influe directement sur les causes de la défaillance. C'est-à-dire que là, quand on fait une modélisation comme ça, on se dit que, par exemple, un distributeur qui va être en bout de réseau n'aura pas forcément les mêmes défaillances qu'un distributeur qui va être placé au centre du réseau ou alors dans lequel il y a beaucoup de sollicitations. Bon, après, voilà, le distributeur, forcément, il est relié à la station, puisque un distributeur, il est géolocalisé sur une station, sur une voie, sur un tronçon, etc. Mais vous voyez que ce qui est au-dessus, c'est un peu le contexte du distributeur, et ce qui est en dessous, c'est un petit peu l'analyse de sa fiabilité. Et à partir de ça, on va construire des lois de probabilité qui permettent en fait de relier chacune de ces variables. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir calculer justement des informations sur la fiabilité de ces distributeurs, et pouvoir prendre des décisions en fonction de ce qu'on aura trouvé au niveau des calculs. Donc, ce qu'on a fait, comme tout problème de machine learning, on a fait notre modèle. Maintenant, il faut pouvoir construire le modèle, estimer les paramètres du modèle. Donc, estimer les paramètres d'un réseau bayésien, c'est estimer ces fameuses lois de probabilité conditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement utilisé les données qu'on avait traitées auparavant et utiliser un algorithme d'apprentissage automatique assez classique. Là, il n'y avait pas trop de difficultés. Une fois que le modèle a été calibré pour notre réseau, on a pu l'utiliser, on a pu l'exploiter pour calculer justement toutes les grandeurs, toutes les mesures de fiabilité dont on avait besoin pour pouvoir estimer notre fameux indicateur qui est la durée de vie résiduelle de nos distributeurs. Voilà, donc voilà, c'est une petite image des différentes lois de probabilité. Donc vous avez à chaque fois qu'on a une variable, en fait, la variable DTT, la variable station, la variable voie, vous voyez, à chaque fois qu'on a une variable, on a une loi de probabilité qu'il y a derrière. Et donc avec le réseau bayésien, on peut se dire, tiens, je me place par exemple à cette station-là. Donc dans cette station-là, il y a ces distributeurs-là, et on voit d'un seul coup d'œil qu'en fait, dans cette station-là, le distributeur qui est qui engendre le plus de défaillances, c'est celui-ci. Et ça, ce n'est pas forcément visible à la base. Là, on a vraiment une information directement sur une hiérarchie des distributeurs au niveau d'une station, et en plus, on a tout un tas d'informations sur la distribution des durées de vie, du nombre de cycles avant la défaillance, du temps de réparation, etc. Donc on a vraiment une information quantitative très riche qui permet après de calculer des indicateurs agrégés, puisque la durée de vie résiduelle, on va voir qu'en fait c'est juste un nombre, mais on voit qu'en fait avec un réseau bayésien, on peut calculer beaucoup plus de choses, donc en fait qui veut le plus peut le moins, et voilà, ça montre un peu toute la richesse des traitements qu'on pourrait faire avec ça.
Donc pour ça, je le dis juste pour référence, on a utilisé, pour faire des réseaux bayésiens avec Python, on a utilisé une bibliothèque qui s'appelle PyAgrum, en fait, qui est développée par des Français, qui est à Jussieu, qui est une librairie qui est très active, hein, qui marche très bien. Donc il faut faire un peu de code, mais franchement c'est vraiment très efficace, il y a de très bons algorithmes codés à l'intérieur, donc on l'utilise en toute confiance. Donc voilà, maintenant que notre modélisation est terminée, il ne reste plus qu'à passer à l'application. Et donc l'application, on va voir un peu à quoi ça sert. Donc en fait, l'application, c'est vraiment fournir une aide au mainteneur. Donc là, je vais vous proposer rapidement de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Si on a un petit peu de temps. Voilà. Ouais, c'est pas mal, comme ça. Non, là c'est trop. Bon, excusez-moi, il faut que je change de portable, il n'est plus assez réactif. Bon, mais de toute façon, pour faire simple, le mainteneur, en fait, au final, il se retrouve avec un outil, avec le synoptique de sa ligne. Donc là, vous voyez, il y a les stations ici. Chaque rond représente une station, et chaque rectangle représente un distributeur de titres de transport. Donc vous avez vraiment tous les distributeurs à chaque station, de manière une visualisation qui vous permet vraiment de localiser rapidement les distributeurs. Et en fait, les distributeurs vont changer de couleur en fonction du contexte par jour. Donc c'est vraiment un outil qui fonctionne en temps réel. En temps réel, on a de l'information qui vient du réseau, qui vient des distributeurs, qui alimente notre modèle. Et notre modèle va dire, en fonction du contexte, tiens, il va rester, par exemple, pour ce distributeur-là, une durée de vie, là c'est ce qu'on appelle le MRTTF, bon, c'est un terme technique, c'est de l'anglais, bref, et qui nous dit par exemple, là il reste 9 jours avant la défaillance. C'est estimé évidemment, on ne peut pas savoir à l'avance qu'il va y avoir vraiment 9 jours avant la défaillance, mais en gros, en moyenne, ce distributeur-là, suivant son contexte, il lui reste plus que 9 jours. Ou celui-ci qui est un peu plus rouge, il lui reste plus que 3 jours. Et donc ça, c'est une aide précieuse aux opérateurs, parce qu'avec ces outils-là, ils peuvent créer des règles de maintenance qui permettent en gros d'optimiser les opérations de maintenance et surtout ne pas laisser la défaillance arriver et de créer de l'indisponibilité. Bon, c'est dommage, j'avais prévu de faire tourner un petit peu de faire tourner l'outil, mais je vois qu'il n'est plus, pour lui aussi il est tard. Je crois que voilà, nous l'avons perdu. C'est pas grave, le zoom ne fonctionne plus. Je vais tenter une dernière chose. Je peux pas dézoomer, je vois pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le temps passe. Voilà, donc là vous avez la vision du synoptique global. Hop. Alors, comment on a fait, aussi pareil, petit dernier point technique, comment on a fait pour faire cette visualisation? Là, pour le coup, on a utilisé une librairie qui s'appelle Bokeh, qui est une librairie Python pour faire des visualisations interactives, qui est un petit peu le pendant de R-Shiny, pour ceux qui connaissent Shiny pour le langage R. Et en gros, ça permet rapidement de faire des applications web assez légères, où en fait on développe uniquement en Python, et après il y a du JavaScript qui est généré pour faire une application web, comme vous avez pu voir. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Donc, en fait, là, ce que j'ai essayé de vous montrer, j'espère que ça a été relativement clair, c'est vraiment comment on a pu mettre en place une approche vraiment adaptée à notre client et qui permet de répondre à une problématique à fort enjeu pour lui, puisque l'optimisation de la maintenance, c'est quand même quelque chose d'assez important. Au final, vous voyez que l'application qu'on lui a fournie, c'est quelque chose qui répond uniquement à son besoin métier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de formation pour pouvoir utiliser l'outil, c'est très simple, ça répond exactement à son besoin. On a aussi, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir mettre en valeur ces outils, enfin ces réseaux bayésiens, qui sont encore aujourd'hui un peu trop peu utilisés dans le cadre d'outils comme ça qui fonctionnent en temps réel. En général, les réseaux bayésiens sont utilisés plutôt pour faire de l'analyse a posteriori, en tout cas pas de l'analyse en ligne. Là, c'est vraiment un outil qui est utilisé en ligne et donc qui fonctionne bien. Et en fait, voilà, on voit à quel point la puissance de modélisation des réseaux bayésiens a un intérêt ici.
Bon, après, il y a plein d'idées, plein de perspectives intéressantes pour nous. D'ailleurs, on continue à travailler avec le même client sur le sujet, hein, notamment enrichir le modèle avec des nouvelles données. Un jour, peut-être, ils arriveront à communiquer avec leur filiale de manière plus fluide, et donc on aura accès aux données de la maintenance. Et là, forcément, on va gagner énormément en précision d'informations. On pourrait aussi éventuellement penser à étudier d'autres processus de défaillance, comme par exemple la corrosion du distributeur. Il y a plein d'idées là-dessus qu'on pourrait vraiment valoriser. Et cette approche-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a faite pour les distributeurs, mais on pourrait très bien la décliner pour tout un tas d'autres appareils en station. On pense par exemple au portique, quand vous passez les barres de contrôle dans les stations, ou aux climatisations, enfin à tout type de matériel. Tout type de matériel pourrait faire l'objet de ce type d'études, surtout que maintenant, justement, grâce à ces objets connectés, on a de plus en plus d'informations qui nous arrivent de manière continue. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions. Merci. Il est tard pour des questions. C'est bon ? Merci.